maisons de repos sont censées être des lieux de vie où, bien sûr, accessoirement, certaines personnes âgées sont soignées. Mais quand on regarde les maisons de repos, l'évolution dans les 30 à 40 dernières années, c'est qu'une maison de repos ressemble avant tout à un hôpital, donc à un lieu de soins, où accessoirement les personnes âgées vivent. Qu'est-ce qu'on constate dans toute la crise, la catastrophe que les maisons de repos ont traversée? On constate une sous-médicalisation de ces maisons de repos et un déficit de capacité à traiter le problème sanitaire et médical. En fait, la maison de repos, on a mis l'accent sur le caractère, sur l'hébergement, sur la qualité de l'hébergement, sur l'humanité de l'hébergement, bien plus que sur les aspects médicaux et de soins. Et dans plusieurs situations, c'est le lien avec un hôpital et la capacité à un moment pour la maison de repos de faire appel à un hôpital pour faire face à ces situations médicales qui n'ont pas l'habitude de traiter qui a sauvé le système. La résidence Regina suit une philosophie de vie différente d'autres maisons de repos, une philosophie tube. Donc nous fonctionnons en mettant notre résident au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que le résident a toute la liberté de décider pour lui-même, vit en autonomie et en indépendance. On va avoir une tendance à voir dans le vieillissement et à tellement mettre vieillissement égale maladie qu'on va être dans une forme d'accompagnement qui est très ancrée et axée sur le médical. Et ça se retrouve très clairement, très fortement cristallisé dans la question des maisons de repos et de soins. Alors pour moi, une maison de repos n'est absolument pas un hôpital ni un centre de revalidation. C'est la dernière, donc la maison de repos est la dernière demeure du résident. C'est quand même, dans la plupart des cas, son dernier domicile. Je ne voudrais pas vivre chez moi avec des appareils médicaux partout dans ma maison. Je souhaiterais pouvoir vivre comme chez moi. Donc le moins d'appareils médicalisés, même s'il en faut, il faut des lève-personnes, il faut ce qu'il faut dans une maison de repos. Il faut que ces appareils médicaux, on ne les voit même pas lorsqu'on passe dans le couloir. Il faut qu'on puisse se sentir chez soi. Et chez soi, nous ne disposons pas tout un chacun d'appareils médicaux. C'est vers ça qu'on doit aller. La crise a encore mis plus l'accent là-dessus. Puis alors après, il faut quand même dire que avoir une structure médicale, ça coûte de l'argent et que une bonne partie des maisons de repos sont d'abord des entreprises commerciales. Hein. À côté de maisons de repos qui sont des maisons commerciales et qui sont gérées de manière commerciale, il y a quand même beaucoup de maisons de repos qui n'ont pas cette philosophie d'entreprise commerciale. Déjà, tout ce qui est public, intercommunal, ASBL, en tout cas, je peux vous dire que chez Inago et à la résidence Regina, le commercial, certes, doit être géré. On ne peut pas être déficitaire chaque année, sinon on peut fermer boutique. Mais à la fin de l'année, si on est en équilibre, c'est déjà très bien. Et l'argent, de toute façon, si on fait du bénéfice, sera toujours réinvesti au profit du résident. Toujours, toujours, toujours. Ça, je peux vous l'assurer. C'est une étude où on avait posé, ça a été fait à Montréal en fait, cette étude disait, poser 2 questions à tous les corps de métier associés aux soins. Première question, c'est quel est le pourcentage des patients que vous suivez et qui ont plus de 65 ans. Donc si vous êtes médecin généraliste, c'est plus ou moins 50% de votre patientèle. Si vous travaillez dans le domaine du cancer, 70% des gens qui ont un cancer ont plus de 65 ans. Donc à part les pédiatres, plus de 50% des gens que je vais suivre cliniquement parlant sont des personnes qu'on peut qualifier de plus âgées. La deuxième question posée, c'est quel est le pourcentage d'heures de formation dans vos cursus de base qui ont concerné la personne âgée? C'est au mieux 10%, au pire 0%. Ça veut dire que je vais soigner des gens pour lesquels j'ai peu ou pas été formé, en fait. On a un niveau de formation de nos personnels qui est élevé. Le personnel médical et le personnel soignant. Et ce niveau élevé, il a un prix, il a un coût, ça signifie un effort pour tout le monde, mais là encore, c'est ce niveau qualitatif qui permet une très très grande adaptabilité. On apprend dans les contenus de formation essentiellement des savoirs et des techniques. Alors que paradoxalement, dans une journée de travail d'un professionnel quel qu'il soit,
on va dire que peut-être 25-30% de son temps, c'est appliquer des savoirs et des techniques, et 70% ou 75% du temps, c'est quoi? C'est parler. Parler à un résident, parler à une famille, parler à un collègue, et parler, c'est soigner. Dans ma formation de direction de maison de repos, les cours sont principalement orientés sur la législation et sur le financement AVIC et sur la comptabilité. Seul un seul cours est orienté sur les soins gériatriques. Et donc, si on interroge une direction, on dira quel est le projet de votre structure. Faire que ça soit le mieux pour la qualité de vie des personnes âgées qui vivent dans la structure. Mais comment peuvent-ils mener un projet pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées s'ils ne savent pas qu'est-ce que la qualité de vie d'une personne âgée? Dépression et solitude étaient déjà très existantes avant la crise dans le milieu institutionnel. Donc, on n'a pas raison de penser que ça s'est amélioré grâce à la crise, loin de là. Donc, au mieux plutôt, c'est aussi pire qu'avant. Donc, il y avait plein de gens qui ont des problèmes de dépression et de solitude en maison de repos. Mais on peut penser que la crise a accentué le problème, puisqu'on les empêche de voir leur famille, leurs proches, parfois sont isolés en chambre, et donc, naturellement, on peut penser que ça n'a pas eu d'impact positif sur la santé mentale, mais que ça n'a fait qu'amplifier le problème. Les résidents chez nous, au premier confinement, ça a franchement été. Ils n'ont pas trop souffert parce que justement, on a tout mis en place avec cette philosophie pour que le résident ne se sente pas abandonné. On les a jamais confinés en chambre. On a toujours été, donc à chaque circulaire qui sortait de la ministre, on autorisait le maximum de ce que la ministre autorisait. Donc dès qu'on a pu refaire les visites en chambre, elles étaient refaites en chambre. On n'a jamais mis des limites plus restrictives que ceux qui nous étaient imposés. Dès le deuxième confinement, on a remarqué tout de suite les visages beaucoup plus ternes, beaucoup plus éteints chez le résident, parce que c'était la deuxième fois et parce qu'ils avaient vraiment pas envie de revivre ce qu'on avait vécu la première fois. Jamais dans les maisons de retraite, on interroge les personnes âgées pour savoir si elles ont envie d'être absolument dans un truc sécurisé où ils ne prennent aucun risque ou le moins de risque possible d'être contaminés, et qu'ils soient conscients qu'en prenant ce choix-là, c'est qu'ils seront isolés, qu'ils n'auront des contacts avec leur famille qu'au travers des téléphones et autres technologies, et que ce serait le choix de la personne âgée, ou est-ce qu'on ne pourrait pas demander à une personne âgée de dire moi je m'en fous de prendre, j'aurai peut-être le virus, mais au moins je verrai mes proches et je vivrai peut-être moins longtemps, mais tant pis. On a continué à organiser ce qu'on appelle les conseils de résidents, où là on interroge les résidents sur justement ce qui les préoccupe et sur ce qu'ils souhaitent encore mettre en place. Oui, on a continué. Je pense que la philosophie de vie de la résidence Regina avec ce modèle tube, oui, est une solution qui peut permettre à la plupart des résidents de ne pas justement rentrer dans un syndrome de glissement, de dépression. J'ai une résidente qui est arrivée en février 2019 qui était au bord franchement, de mourir, de décéder, et elle revit parfaitement à l'heure d'aujourd'hui, elle est très bien dans sa peau. Je ne dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution, oui. Il faut des structures de petite taille, par exemple de 50 lits, et qui fonctionnent en unité de vie, c'est-à-dire qu'au sein des 50, ce sont 10 petites maisons de 15 personnes. Ça veut dire que moi, comme professionnel, je côtoie essentiellement 10 à 15 résidents, ça veut dire que je finis par les connaître, et eux finissent par me connaître en tant que personne. J'ai le sentiment qu'en sortie de crise, quand on en fera à froid l'analyse, une des pistes et un des axes, ce sera de renforcer, voire obliger, des collaborations structurelles entre chaque maison de repos et un système de soins. Je pense que le résident a tout intérêt à rester plus longtemps possible en maison de repos. Je ne dis pas que l'hôpital est un mauvais endroit pour un résident, une mauvaise prise en charge, mais le résident est quand même mieux chez lui qu'à l'hôpital.